Pas évident de résumer une vie professionnelle aussi riche et aussi variée. J'ai la chance d'évoluer dans l'univers des technologies numériques depuis que je suis bébé ingénieur. Et j'ai fait en quelque sorte un peu le tour du sujet en travaillant dans le déploiement d'Internet à ses débuts, à l'époque où il fallait tout faire par soi-même, il n'y avait pas d'infrastructure déjà disponible. J'ai eu la chance de travailler dans l'univers du logiciel, et notamment du logiciel sur téléphone mobile, puis sur smartphone. J'ai été dans 3 startups, dont une que je dirigeais à Cambridge en Angleterre et que j'ai vendue à Apple en 2010, et qui est probablement encore un peu responsable de la qualité de l'image qui est produite sur vos smartphones. Et puis j'ai effectivement fait un passage dans la sphère publique pour déployer un peu plus de 4 milliards d'euros de vos impôts et des miens dans le financement de l'économie numérique dans le cadre du premier programme d'investissement d'avenir. J'ai eu la chance à cette époque-là de rédiger avec une de mes collègues le rapport qui avait été commandé par le Premier ministre et qui contenait toutes les recommandations nécessaires pour mettre en place un écosystème dynamique, attractif, permettant d'attirer notamment des capitaux privés, qui a été baptisé la French Tech. Et puis j'ai également déployé un programme d'innovation et de transformation au sein du groupe Vinci, avant de rejoindre l'EPITA. Je suis tombé un peu par hasard dans l'univers de la transmission et du partage il y a une dizaine d'années de cela, quand j'ai été sollicité pour donner ma première conférence. Au départ, la personne qui m'avait appelé, qui était un vieux camarade de route que je n'avais pas vu depuis une dizaine d'années, m'avait dit « Écoute Philippe, toi qui connais tout le monde dans le monde, est-ce que tu pourrais nous trouver un intervenant pour faire la clôture d'une de nos conférences ?» Et en discutant avec lui et en essayant de comprendre le besoin, j'ai fini par m'entendre lui répondre « Écoute, je crois que je peux faire le job ». Et puis juste après, j'ai été terrorisé évidemment par le défi que ça posait. J'ai préparé avec beaucoup de soin cette intervention et j'ai surtout pris énormément de plaisir. Je me suis aperçu à ce moment-là que dans les valeurs qui m'animaient et dans ce qui me poussait, me portait, il y avait cette dimension de la transmission. Et si bien que lorsque j'ai eu cette opportunité de prendre la direction de l'EPITA, je me suis assez vite dit mais pourquoi pas, puis pourquoi pas moi, et je suis absolument ravi d'avoir fait ce choix et d'avoir cette opportunité aujourd'hui. L'école, elle est très surprenante à mes yeux parce que je la connais en fait depuis très longtemps. Les premiers ingénieurs avec lesquels on a développé Wanadoo, les premiers administrateurs système qui faisaient tourner la plateforme étaient des diplômés de l'EPITA. Et j'ai pu apprécier à cette occasion leur niveau exceptionnel, leur autonomie complète, leur indépendance d'esprit. Et pour citer une petite anecdote, la manière dont on fonctionnait, on faisait d'une certaine manière de l'agile ou du DevOps sans le savoir. Et à chaque fois, quand j'avais une idée ou un projet de nouvelle interface ou d'amélioration du site de Wanadoo, avant la mise en production en mai 96, souvent j'appelais un des développeurs et je lui disais, écoute voilà, j'ai pensé à ça, est-ce que tu crois que c'est possible? Et la réponse était systématiquement la même, c'était, et je vais rester poli, tu me déranges. J'ai pas que ça à faire, ton idée est stupide, je vois pas à quoi ça servirait, et puis je suis vraiment très occupé donc je te rappelle. Et puis une demi-heure plus tard, je recevais sur ma boîte mail un lien, je cliquais dessus et je découvrais un élément d'interface ou un morceau de service qui répondait à ce que j'avais évoqué avec le développeur. Donc je le rappelais immédiatement en disant écoute bravo, c'est génial ce que tu as fait, mais du coup, comme tu as fait ça, est-ce que tu crois qu'on pourrait faire comme ça? Et là, la réponse revenait, écoute, tu me déranges, j'ai pas que ça à faire, je vois vraiment pas à quoi ça pourrait servir, et puis écoute, je suis très occupé, mais je te rappelle, et ainsi de suite. C'est comme ça que je me suis confronté à mes premières expériences de relations avec des développeurs extrêmement compétents, et avec lesquels, du coup, on a construit à toute vitesse une grande partie des services de Wanadoo. Et j'avais gardé cette impression, cette expérience, à tel point qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'évoquer le fait que je ne comprenais pas pourquoi l'EPITA n'avait pas plus de rayonnement et n'avait pas plus de visibilité que son niveau réel. Et pour moi, c'est une des véritables ambitions que j'ai pour l'école, c'est de la conduire à se reconnaître, à s'admettre, à s'assumer comme une des meilleures écoles, une des toutes meilleures écoles d'ingénieurs françaises, voire européennes,
dans le domaine des computer sciences. Le terme computer sciences n'a pas été bien traduit en français parce que quand on dit informatique, en général, le dirigeant entend quelque chose qui va coûter cher, qu'on pourrait confier à d'autres et qui finalement fait partie de la tringlerie dans l'usine, mais qui n'est pas au cœur des sujets. Alors que pour moi c'est très différent, on le voit très bien, les enjeux de souveraineté numérique dont on nous rebat les oreilles depuis une dizaine d'années et auxquels j'ai contribué initialement, passent assez souvent à côté d'une des composantes fondamentales qui est la compétence et qui est la disponibilité de talents. Et je reste totalement convaincu qu'en France on a des talents absolument incroyables et en particulier à l'EPITA. Toutes les entreprises qui m'ont contacté depuis l'annonce de mon arrivée à l'EPITA me disent toutes, la première question qu'elles me posent c'est « Est-ce que tu as des étudiants à nous envoyer? Est-ce que tu as des diplômés à nous envoyer ?» Les besoins sont absolument partout, notamment en cybersécurité, ce qui fait que tous les anciens de la majeure SRS n'ont aucune difficulté à arriver dans des très très beaux jobs, dans des très beaux postes, dans de grandes sociétés, dans des sociétés plus petites, mais aussi dans les grandes agences civiles ou militaires qui s'occupent de cybersécurité et qui défendent le pays, et dans laquelle ils ont une réputation absolument exceptionnelle. Alors, vous savez, moi je suis arrivé à la tête de l'EPITA le 1er octobre dernier, donc d'une certaine manière je suis retourné à l'école. Et ce serait probablement très présomptueux d'annoncer un plan, des ambitions, un programme qui est en cours d'élaboration mais qui n'est pas terminé. Je suis toujours dans ma période d'observation, d'apprentissage. Je découvre la joie à la fois de m'occuper de choses très opérationnelles, de faire du run, du build, parce que les programmes des majeurs et des semestres suivants sont en cours de déploiement, et puis du think, c'est-à-dire de me projeter et d'essayer de projeter l'école dans un horizon de temps raisonnable et qui permette de construire sur la durée. Et j'ai une première ambition qui m'est venue intuitivement il y a déjà quelques semaines, et qui est la suivante. Je pense que j'aurais réussi une partie de la mission qui m'a été confiée par le groupe Ionis si dans 4 ou 5 ans, nous recevons des demandes entrantes de la part de Stanford, de la part de Berkeley, de la part du MIT, qui voudraient nous envoyer 1 ou 2 étudiants parce qu'ils se seront aperçus que dans certaines de nos majeures, dans nos labos de recherche, nos étudiants sont exceptionnels et que le niveau était extrêmement élevé. Je pense qu'on est au niveau de ces grandes universités américaines dans le domaine des computer sciences. J'ajoute que dans un autre domaine dans lequel l'école est très réputée pour la compétence extrême de ses diplômés, qui est le domaine de la cybersécurité, qui est en pleine explosion, moi il me semble que je ne serais pas surpris non plus qu'on ait des appels du Technion israélien, puisqu'encore une fois on est à la pointe et de l'expertise et de la capacité opérationnelle à faire. Ce qui est très frappant ici, c'est que nous avons des étudiants qui apprennent, qui montent en compétences très vite sur le plan des sciences, puisque l'informatique est une science, mais qui ont également une capacité incroyable à faire et à faire très vite en autonomie. Et encore une fois, je suis convaincu qu'ils sont au niveau et qu'on aura ces demandes et je serai évidemment très heureux de pouvoir les servir. Comme vous le savez sans doute, à partir de 2017, on a déployé l'EPITA dans les régions avec l'ouverture de 4 sites à Lyon, à Toulouse, à Rennes et à Strasbourg. Les écoles sont plus petites, ce qui veut dire que l'ambiance est beaucoup plus familiale, que les directeurs de sites connaissent un par un leurs étudiantes et leurs étudiants. Et cette expansion, elle nous montre 2 choses. D'abord, le niveau reste exceptionnel, donc la capacité de l'EPITA à attirer et à recruter des talents, y compris hors de Paris, est totalement confirmée. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes en train de passer à l'échelle, puisqu'aujourd'hui, il y a plus de 3000 étudiants sous ma responsabilité. Nous avons 700 nouvelles recrues chaque année. Et donc, pour certains d'entre vous qui sont sortis de l'EPITA il y a peut-être un peu plus longtemps, vous ne reconnaîtriez pas l'école de ce point de vue-là, puisque les promotions sont devenues beaucoup plus grandes. Les enjeux d'industrialisation sont également inédits. Et tout le travail de transformation qu'on a entamé et que Claire Lecoq a entamé il y a déjà 1 an est en train de commencer à porter ses fruits. On a refondé et amélioré le cycle préparatoire. On est en train de refonder le cycle de Linge 1 dont vous avez tous le souvenir qu'elle est extrêmement exigeante.
Elle l'est tout autant aujourd'hui, mais elle est plus adaptée aux capacités et à la culture des étudiants qui nous rejoignent maintenant. Une des originalités du déploiement en région de l'EPITA est que contrairement à d'autres écoles, nous avons fait un choix qui est difficile, qui est de garder une unité dans la pédagogie, dans le cursus de formation et par conséquent de délivrer un unique diplôme. Donc que vous soyez passé par Rennes ou par Toulouse ou par Lyon ou par Strasbourg, ou bien que vous soyez actuellement au KB, quand vous sortez de l'école, quand vous recevez votre diplôme, et ce diplôme est unique. Et d'une certaine manière, je peux le résumer de la façon suivante, il y a une école, 5 sites et un seul diplôme. Pour les alumni, certains d'entre vous peut-être se souviennent de leur majeur ou se souviennent de leur affectation en majeur. Parfois le processus du choix des étudiants en fonction de leur classement n'est pas toujours satisfaisant. Certaines années, certains étudiants vivent certaines majeures, je ne donnerai pas de nom, comme des punitions. Et cette année, on est extrêmement satisfait parce qu'on a retravaillé avec Claire Lecoq, la directrice générale adjointe. On a retravaillé ce processus d'affectation, si bien que 94% des majeurs correspondent au premier choix des étudiants. Et que si on rajoute le deuxième choix, on arrive à 99%. Ce qui veut dire que chacun a pu choisir et obtenir la majeure et le domaine dans lequel il veut continuer à exceller. Et ça, pour moi, c'est une très très grande source de satisfaction, même si j'en suis absolument pas à l'origine. Le premier message que je souhaite vous faire passer à toutes et à tous, c'est que j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous parce que dans mes découvertes depuis que je suis arrivé à l'école, il y en a une qui me frustre un petit peu, mais qui représente aussi un potentiel de développement et une opportunité incroyable. C'est de renforcer un lien que je trouve parfois un peu distendu entre l'école telle qu'elle est devenue et la communauté des alumni. Vous êtes 8000 si ma mémoire est bonne. L'association des anciens en a probablement encore beaucoup sous le pied pour arriver à ramener ces 8000 dans le giron d'une vraie communauté. Et comme vous le savez, une école n'est jamais aussi puissante que lorsqu'elle peut s'appuyer sur une communauté d'alumni qui la fait rayonner au-delà de son propre territoire, qui permet d'accueillir les stagiaires qui partent à l'étranger dans des villes très distantes parfois parce qu'il y a un chapter, il y a un chapitre, un regroupement d'alumni localement. Et donc j'ai besoin de vous aussi. Si vous avez, vous, des besoins de stagiaires, vous savez à quel point ils sont exceptionnels. J'ai besoin de vous pour aider nos étudiants à faire leur premier pas dans la vie professionnelle. Et j'ai besoin de vous localement, mais là c'est le cas cette année, donc je me permets de faire passer une petite publicité. J'ai besoin de vous, si jamais il y en a encore un ou deux d'entre vous qui cherchent des apprentis, dépêchez-vous parce qu'il nous en reste quelques-uns qui vont partir très vite, mais que j'ai besoin de les aider un par un. Là je suis en train de les accompagner un par un pour m'assurer que chacun va trouver son point de chute et va pouvoir s'épanouir dans une entreprise. J'ai un dernier petit message à faire passer, mais qui est plus de l'ordre de l'autopromotion. Dans les grandes premières, pour moi, cette année, il y avait et il y a toujours l'arrivée à l'EPITA et donc ce nouveau métier, cette nouvelle vie que je découvre, puisque je n'ai jamais dirigé d'école et que c'est pour ça que j'ai tout à apprendre moi-même. L'autre actualité, c'est qu'au début de l'année prochaine, je vais sortir mon premier bouquin, mon premier livre, qui s'appellera « De mémoire vive » et qui raconte et qui revient sur les 25 dernières années dans le domaine des technologies numériques et ce que nous aurions pu en retenir. Je voudrais souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous une très très bonne année 2022, pleine de santé, pleine de sécurité et surtout pleine de joie.